Bien, bonjour, donc je travaille à l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie, et je vais, à travers donc une présentation, je pense à peu près de 15 minutes, m'appuyer sur le secteur des transports sur lequel je travaille, le secteur de la mobilité, pour analyser l'innovation et ce qu'apporte le numérique, notamment dans le secteur des transports, et puis essayer d'en tirer des enseignements un peu plus génériques. Et donc, je propose de commencer par se poser la question, quelle industrie s'invente aujourd'hui en matière de mobilité? Donc, on a eu un saut de la calèche à l'automobile et probablement on est en train de faire un saut en matière de système de transport, un système qui est en pleine mutation. Et la question qui est adjacente, quelle richesse génère-t-elle? Et donc, je rejoins ce qui a été dit, en fait, hein, la notion de richesse monétaire, elle est peut-être dépassée. Il faut regarder l'ensemble des richesses qui sont produites par ces nouveaux systèmes de transport. Les innovations principales qu'on peut voir aujourd'hui, les nouvelles façons de se déplacer, elles ne viennent pas, pour la plupart, des acteurs historiques du secteur des transports. Elles viennent par l'intermédiaire de plateformes numériques, bien finalement de la multitude qui s'organise différemment. Et donc il s'agit non pas de mettre du numérique dans les systèmes de transport, mais bien de regarder les systèmes de transport à travers les modèles ou les façons de voir des industries numériques. Alors l'industrie numérique, moi je la représente par ces deux images, dans l'objectif de comprendre la multitude. Donc à gauche, le nous, c'est le réseau, les liens qui nous relient, c'est les grands nombres, la reliance, qui permet donc de construire des bases de connaissances, d'abriter des grandes quantités de données et de produire, pour moi, quand j'en ai besoin, de façon hyper contextualisée, à l'endroit où je suis, une réponse à un problème, sachant que quand je sollicite le nous, je l'alimente également. Et c'est cet aller-retour permanent qui permet de faire progresser le nous et d'apporter à moi une réponse contextualisée de plus en plus performante. Et la question qui s'impose, c'est finalement de ces connaissances, de qui ces connaissances sont la propriété et quels sont les contrats qui sont passés entre le moi et le nous. On va voir à travers quelques exemples différentes formes de contrats qui nous permettent en fait d'aller accéder à cette connaissance distribuée. Il faut voir que c'est en fait assez très récent dans l'histoire de l'humanité. Et la capacité qu'on a à comprendre la multitude porte un nom, s'appelle donc l'holoptisme. C'est la capacité qu'a un individu seul à comprendre un collectif. Alors ça, c'est tout à fait possible en petits groupes, quand on est une vingtaine de personnes maximum. C'est pour ça qu'on se réunit en réunion. C'est pour pouvoir avoir en même temps la conscience du collectif et pour pouvoir s'ajuster individuellement. Et bien maintenant, les technologies numériques permettent de faire ça en grand nombre, de façon distribuée, sans attendre de structures hiérarchiques ou structures de commandement extérieures. C'est-à-dire que la multitude agit sans attendre les acteurs marchands ou sans attendre la puissance publique, par exemple. Dans le domaine de la mobilité, ça bouleverse bien entendu les acteurs de la mobilité. Ça permet de créer de nouvelles situations d'immobilité. Et on questionne, et ça permet de re-questionner également l'activité. On ne s'organise pas de la même façon grâce aux outils numériques. Et donc le numérique ici, en fait, il révèle des capacités d'adaptation de la multitude, des citoyens, pour faire autrement, pour se coordonner, pour innover. Et donc maintenant, les acteurs marchands ou la puissance publique doivent se questionner sur la capacité qu'ils auront ou pas à aller séduire la multitude. Pourquoi la multitude irait plutôt sur votre plateforme que sur Facebook ou sur celle d'Amazon? Pourquoi Amazon séduit la multitude? Quel contrat elle passe avec elle? C'est ce type de questions qu'il faut avoir en tête. Alors j'aime bien cette image-là. Le monde que vous voyez n'est pas celui que vous croyez. Je vous conseille de lire le livre de Stéphane Vial qui porte sur la philosophie du numérique et qui nous indique que le numérique est maintenant la technique dominante. On l'a vu. Et que c'est donc il nous parle d'ontophanie numérique, c'est-à-dire que c'est la matrice par laquelle nous voyons le monde réel aujourd'hui.
D'autant plus les jeunes générations aujourd'hui qui sont nées avec le numérique pensent le monde, voient le monde à travers les outils numériques. Et ça bouleverse complètement notre vision du monde. Il en profite pour tuer le concept de virtuel et le remplacer par 11 caractéristiques du numérique, dont une caractéristique que je vous cite, c'est le noumen. Le numérique est un phénomène nouménal. Bon, je ne connaissais pas ce terme-là. C'est-à-dire qu'on a besoin d'interfaces pour voir le numérique. C'est pour ça qu'on est accroché sur nos écrans. Il se passe des choses sur le numérique et on ne peut les voir qu'à travers un artefact technique qui nous permet de nous connecter à un autre réel qui n'a rien de virtuel, qui est notre présence numérique ou nos échanges numériques. Donc c'est essentiel de comprendre la philosophie du numérique pour pouvoir y agir. Je pense qu'il y a ces deux tendances. Le numérique permet d'énormément progresser en termes d'individuation, c'est-à-dire que l'on développe de nouvelles capacités individuelles qui sont représentées en bas, des capacités d'amplification, de propagation, de reliance tout à fait inédites. On est relié à des milliers de personnes, d'activation ou au contraire de disruption de solutions. Et puis en même temps, le numérique propose des plateformes. Vous voyez que j'ai séparé des plateformes marchandes qui proposent des outils gratuits et des plateformes qui proposent des outils au sens des communs. Et là, en fait, s'ouvre la question de la propriété des données créées par l'individu qui accède sur la plateforme. Quand vous allez sur Amazon, vous améliorez la plateforme, vous en recevez un certain bénéfice individuel, mais Amazon capture aussi de la valeur de l'activité que vous avez fait quand vous êtes allé sur sa plateforme. Et c'est pour ça qu'elle est de plus en plus attractive également. Le contrat qui est passé avec Amazon est simple, c'est des produits moins chers qu'ailleurs. Il pourrait y avoir d'autres contrats, vous pourriez accéder à vos données, il pourrait vous rétrocéder les données de votre travail sur sa plateforme. D'autres plateformes fonctionnent un petit peu différemment, où les gens collaborent avec d'autres types de contrats. Et donc les innovations, elles vont concerner finalement la capacité à utiliser et propager des idées ou des concepts en garantissant la propriété intellectuelle que vous en avez, et de pouvoir les réutiliser. Donc là, on retrouve les idées du copyleft, des Creative Commons ou des licences OBDL, par exemple. Dans le transport, la question qui s'adresse aujourd'hui aux acteurs traditionnels, c'est la capacité à aller s'associer à la multitude, comme est en train de le faire Blablacar. Blablacar donc, va devenir probablement leader européen du covoiturage. Il a réussi à séduire la multitude par le travail sur sa plateforme pour proposer des solutions de mobilité. Et donc un des combats qui arrive assez rapidement, c'est le combat des plateformes. Entre une plateforme automobile qui est prévue avec des sous-traitants, c'est-à-dire des gens à qui vous dites on va travailler avec vous et c'est nous qui allons vous dire quelle technologie ou quelle solution on accepte sur notre plateforme. D'autres, comme Google, ont créé des concepts de surtraitants, c'est-à-dire qu'ils mettent à disposition des plateformes qui permettent à d'autres d'innover. Et plus l'autre va innover, plus la plateforme sera performante. Et plus elle sera performante, plus elle va attirer l'innovation. Alors là, il y a un petit truc animé c'est Waze, un système contributif racheté par Google 1,2 milliard en fin d'année dernière. Les citoyens collaborent sur cette plateforme, elle est gratuite d'accès. Le contrat est simple, vous collaborez et on vous donne de l'information très riche, temps réel, de la congestion, du trafic, des incidents, des contrôles de police, etc. L'intérêt pour Google est simple, avec ça, il accède à une connaissance extrêmement riche de la multitude, qu'il ajoute à ses cartes et qui demain sera un pas suivant dans le deuxième combat qui est le combat des cartes. Les acteurs du numérique se livrent un combat effréné sur ce sujet-là. Google, sur les 8 millions de kilomètres de photos qu'il a prises, donc les milliards de photos, est en train d'extraire la connaissance pour cartographier le monde réel. Donc il est en train d'indexer le monde physique après avoir indexé le monde numérique. Chaque photo donc, est analysée et tous les panneaux sont extraits, ce qu'aucune autorité publique n'est capable de faire aujourd'hui. Et donc la connaissance du monde réel est rassemblée dans une base de données qui est bien sûr privée. Et cette base de données, elle sera utilisée notamment pour le petit film du bas, les voitures sans conducteur qui sont en train d'être développées.
Et probablement, la voiture sans conducteur mettra à jour elle-même les cartes qu'elle utilisera. Et le transport de personnes sera un sous-produit ou un coproduit de la mise à jour des cartes et qui auront une valeur marchande pour améliorer l'attractivité de la plateforme. Autre façon de voir les choses, CycleTracks a été lancé donc à San Francisco, une application. La ville voulait cartographier ses pistes cyclables. Première approche, l'approche qu'on utilise, on lance une enquête, ça coûte plusieurs millions. On questionne les gens. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est les enquêtes ménage-déplacement. On paye à peu près tous les 10 ans plusieurs millions pour savoir comment les gens se déplacent. Autre solution, on fait une application. On demande aux cyclistes de télécharger, de se faire tracer. En quelques semaines, on a une cartographie des usages réels de la multitude. Les cyclistes notent la cyclabilité des pistes et on a une base de connaissances qui peut être publique, qui peut être privée et qui peut être commune à l'ensemble des citoyens. Autre projet, la OpenPass. Là, dans ce projet, l'idée, c'est de rétrocéder aux citoyens ces traces numériques. Dans un coffre-fort, imaginez, vous avez un coffre-fort de vos données, votre big data à vous, et vous décidez à quelle entreprise vous allez délivrer vos données qui sont précieuses, parce que vous allez donc tisser de nouveaux contrats avec elles, et elles vont vous donner du coup des services ou des avantages, améliorer la plateforme avec vos données, mais c'est vous qui l'aurez décidé cette fois-ci, et vous en avez connaissance. Ensuite, je termine avec 2 diapos. Cette diapo-là, elle me paraît essentielle, de se questionner sur les richesses produites par ces plateformes. Quand Waze, par exemple, produit cette plateforme, c'est une plateforme qui crée du lien social. Vous pouvez communiquer avec les gens, vous pouvez les découvrir, vous pouvez les rencontrer. Il crée de nouvelles connaissances, il vous donne du temps. Donc il y a une des richesses qui est le temps, par exemple. Et donc se focaliser sur l'analyse des bénéfices monétaires en euros apportés par les industries numériques est quand même très très pauvre et mérite d'être complété par l'intégralité des richesses que génèrent en fait les technologies numériques par la mise en connexion de citoyens et la réalisation de nouvelles formes d'activité à travers la multitude. Voilà, donc pour finir, je symboliserai cette évolution de cette façon-là. Finalement, pour le citoyen, c'est d'un côté simplification. L'usage du numérique crée de la connaissance qui peut générer des dispositifs d'aide et d'incitatifs à faire autrement, à se coordonner différemment, à penser différemment, à créer de nouveaux services. Ces données-là peuvent être partagées sous des biais qui restent à inventer, qui peuvent être soit captés par des acteurs marchands parce que vous êtes d'accord avec le contrat, soit au contraire capturés dans des coffres-forts numériques qui restent à déployer. Et cette connaissance centrale, elle permet ou elle peut permettre à des acteurs marchands de développer différents produits en ayant connaissance des usages réels de la multitude. Donc on voit bien que l'approche du marketing, je fais une enquête pour comprendre comment se déplace 50% de la population, est complètement dépassée. Là, on a accès à l'usage réel, voire même on peut intégrer dans le dispositif de co-conception les usagers eux-mêmes. Voilà. Et pour terminer, donc, je vous conseille ces deux lectures. Le premier, donc, L'âge de la multitude, Nicolas Colin et Henri Verdier, et le second, L'être et l'écran de Stéphane Vial sur la philosophie. Merci.